Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Trends Bourse en compagnie de Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaël. Alors pas mal de choses à aborder cette semaine. Un petit mot sur les propos de Jérôme Powell, bien entendu. Les résultats d'Apple également. On reviendra sur les frayeurs du secteur du luxe. Et puis on parlera un petit peu de Philips. Mais donc, pour débuter, Jérôme Powell a annoncé ce que les marchés ont considéré comme une bonne nouvelle. Alors j'ai quand même un peu le sentiment que tout message peut passer selon la formule qu'on lui donne. Oui, et suivant les attentes du marché, faut-il rappeler, si besoin en était, que fin de l'an dernier, ce cher Jérôme parlait d'une baisse des taux. On parle du taux de base de la Banque centrale, en mars sans doute, oui, et puis on s'est dit non, ce sera plutôt juin, et puis cette inflation américaine refuse de reculer, elle remonte même, oh là là, ce sera peut-être bien en automne plutôt. Ces dernières semaines, certains se sont dit, mais est-ce qu'il n'y aura pas une hausse des taux carrément cette année? Et Jérôme Powell a rassuré, il est peu probable, unlikely, que la prochaine modification de notre taux sera une hausse. Alors oui, bonne nouvelle, le marché est soulagé. C'est un peu surréaliste, il faut bien le dire, quand on connaît les épisodes précédents. C'est un petit peu comme si deux personnes se rencontraient et que l'une dit à l'autre « Je ne veux pas te gifler » et que l'autre s'écrie « Waouh, bonne nouvelle !» On n'en est pas loin, mais donc voilà, c'est ça les marchés financiers aussi. Alors on notera Apple qui a aussi beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Mais oui, Apple qui est, disons... une entreprise, une grande star de la techno, comme chacun sait, fait partie des Magnificent Seven, mais était un peu en panne. Le grand perdant de l'année, même de plus que de l'année en cours, c'est Tesla. Enfin, Apple était, il y a peu encore, en retrait de 10% sur l'année, ce qui n'est pas brillant quand le Nasdaq, donc des valeurs technologiques, fait plus 9, et que les 7 magnifiques font globalement plus 19. Donc on attendait ces résultats avec une certaine appréhension parce qu'on sait que les ventes d'iPhone sont en repli. Donc de quelle ampleur sera ce repli ? L'iPhone, c'est la moitié du chiffre d'affaires d'Apple, donc c'est quand même très important. Et bon, Apple a soulagé, a rassuré. Le chiffre d'affaires est bien en baisse de 4,3%, mais ça aurait pu être plus grave que ça. Et le bénéfice par action est stable à 1,53 $. Alors là, je m'en voudrais de ne pas relever en passant leur astuce, parce qu'ils ne parlent pas du bénéfice, mais du bénéfice par action. Tiens, pourquoi ? Parce que c'est la baisse du nombre d'actions qui permet ce statu quo. Les actions ont un petit peu baissé, il y a eu des rachats, il n'y a plus que 15,4 milliards d'actions en circulation. Je plaisante bien sûr. En réalité, le bénéfice a baissé de 2%. Bon, voilà, il y a une astuce là. C'est camouflé. C'est camouflé, oui, Discrètement. très discrètement. On fait semblant de rien, mais voilà. Maintenant, ce qui a beaucoup impressionné le marché, ce sont des rachats d'actions pour 110 milliards de dollars. Donc, bien entendu, c'est quand même un très gros paquet, même à l'aune d'Apple. C'est une grande tradition dans les entreprises américaines. Alors, il faut quand même bien dire que de la part d'une star de la techno, on attend plus que ce genre d'annonce que pourrait aussi bien faire General Motors ou toute entreprise qui ne sait pas quoi faire de son pognon par manque de perspective. Donc, c'est une très bonne nouvelle en soi, de manière technique. Enfin, voilà, il faudrait autre chose quand même. On notera quand même qu'Apple a quelques points forts dans son sac. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que, bon, chiffre d'affaires moins 4%, bénéfice moins 2%. C'est une bonne nouvelle très relative parce qu'on craignait pire. Mais il est vrai quand même que ce moins 2 des bénéfices par rapport à moins 4 chiffre d'affaires, on l'a déjà souligné à plusieurs reprises ici, pour d'autres entreprises, c'est toujours un signe positif. L'entreprise Apple, en l'occurrence, n'a pas éprouvé le besoin de baisser ses prix ou ses marges pour regagner des parts de marché, etc. Elle est confiante, elle a un grand pricing power, en d'autres termes, ce qui est bien connu de sa part. Sa marge brute, d'ailleurs, est énorme aussi, 26%, c'est considérable. Alors, si les iPads sont en recul sensible, moins 16, et les iPhones, moins 10, il faut remarquer une chose, et les analystes l'ont souligné et le marché l'a apprécié, c'est que les services, c'est plus 14% pour le trimestre qui vient d'être annoncé. Donc,
Les services ont une grande qualité. On parle ici de Apple Music, Apple TV, etc. Les services ont une grande qualité, c'est qu'ils sont assez récurrents, contrairement à une vente d'objets. Donc, c'est toujours très apprécié et on aime beaucoup les entreprises qui se développent beaucoup dans les services. C'est parfois le cloud. Ici, ce sont donc des services aux consommateurs. Ça, c'est quand même très important. Dans la récurrence, il y a aussi un rendez-vous encore essentiel qui se déroulera dans un peu plus d'un mois. Mais oui, parce qu'en fait, évidemment, quand on parle d'une entreprise comme Apple, on se dit, oui, dites les gars, c'est bien gentil, tout ça, mais et l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, tout le monde se lance là-dedans, et vous, où en êtes-vous? Alors, ils ont promis une bonne surprise, mais ce sera pour le 10 juin, lors de leur grand-messe, le Worldwide Developers Conference. Là, tout le monde guette le 10 juin avec grande impatience. On se compris d'ailleurs ce cher Warren Buffett, le patron de Berkshire Hathaway, parce qu'il a quand même pour 160 milliards d'actions Apple en portefeuille, dont 135 milliards de plus-value d'ailleurs, donc il n'est pas à $1 près. Tout de même, ça l'importe beaucoup de savoir ce qu'ils vont annoncer le 10 juin, comme tout le monde. Effectivement, les marchés vont rester en suspense jusque-là. Absolument. Vous pointez également cette semaine, Guy, Hermès, qui a donné quelques frayeurs au marché. Mais Hermès, oui, bon. Tout le monde sait que Hermès est la superstar du luxe, plus encore que LVMH. C'est une entreprise historiquement familiale, je ne connais pas LVMH, tout à fait emblématique. Super luxe et pas tellement bling-bling, contrairement à certaines filiales d'LVMH. C'est une entreprise de très forte croissance et de très forte rentabilité. La combinaison des deux étant quand même assez merveilleuse. Le chiffre 13 milliards, leur chiffre d'affaires l'an dernier, donc c'est quand même déjà une grosse boîte. Et malgré ça, ils arrivent encore à croître de plus de 20%, 23%, chiffre d'affaires en 22, plus 20% idée en 23. Résultat opérationnel 40%, ça n'est pas vraiment vilain. Résultat net, donc par rapport bénéfice net, par rapport au chiffre d'affaires, 29% en 2022, 32% en 2023, c'est astronomique. Par comparaison, LVMH, c'est 17%, donc presque le double de LVMH. Hermès navigue vraiment au-dessus de la mêlée dans le domaine du luxe. Alors, c'est une valeur qu'on conserve, je suppose, dans nos portefeuilles, qu'on acquiert peut-être Qu'on acquiert, je ne sais pas. Cher. C'est cher. Mais petit rappel, en fait, pourquoi ils ont effrayé un peu le marché, c'est que, et là encore une fois, il y a une formulation qui est merveilleuse, ils ont signalé dans les ventes, dans les résultats, que la désirabilité des objets, la désirabilité de leurs objets, elle est claire, la désirabilité de leurs objets, et la stratégie de la valeur ont permis de compenser la légère inflexion du trafic en Grande Chine. Alors, la Grande Chine, c'est une belle phrase. Très belle phrase, et la Grande Chine est une expression très élégante, de manière à ne pas pas devoir citer Taïwan, mais englober tout ça sans dire que Taïwan fait partie de la Chine. Bon, bref, tout ça est très langage diplomatique. La Chine est importante pour Hermès, qui vient d'y ouvrir sa 34e boutique. Mais ils n'ont pas précisé. Qu'en est-il de la Chine? Le Japon, c'est plus 25%, c'est merveilleux. La Chine, quoi? On s'est dit, oui, ils ont un problème. Et en fait, Hermès a baissé de 6% en 2 jours, ce qui est un peu inhabituel pour une valeur de cette qualité. Il leur reste plus 20% sur l'année. Sur 30 ans, il leur reste plus 38 000% de plus-value. Maintenant, oui, qu'en penser? Le rapport cours-bénéfice est estimé à 52 pour cette année-ci, ce qui est astronomique. 46 encore pour l'an prochain, ce qui est énorme aussi. Mais bon, grosse croissance, marge merveilleuse. Il y a encore des gens qui disent qu'on peut acheter. Prenons 2 grandes maisons. Goldman Sachs, lui, est neutre, mais UBS, il voit encore un potentiel de 20%. Je serais tenté de dire que Hermès est un petit peu comme Lotus Bakery. C'est très cher, mais c'est sans faute ou presque jusqu'à présent. C'est en une forte croissance. On aimerait bien acheter sous réaction, mais on comprend bien que ce sera jamais un mauvais investissement, même si on paye cher. On notera quand même qu'Hermès n'est pas la seule entreprise qui a provoqué quelques craintes sur les marchés. Non, on se souvient qu'il n'y a pas longtemps, LVMH aussi avait suscité un peu d'inquiétude, parce que LVMH aussi est confronté à la Chine, qui se porte moins bien que naguère. Et puis alors, il y a surtout Kering, évidemment, le numéro 3 du luxe, à moins que ce soit Richemont, là ils sont un petit peu à égalité. Kering, qui a une très grosse filiale qui s'appelle Gucci, et Gucci se porte quand même très mal, il faut oser le mot. Je comprends pas d'ailleurs, moi je n'achète que du Gucci, mais visiblement les autres ne font pas pareil. C'est bling bling. Je plaisante bien entendu.
ils avaient déjà lancé un avertissement le 20 mars et le 24 avril, ils ont dit effectivement, malheureusement, ça va pas du tout. Le titre a chuté de 9%, ça fait quand même un petit peu mal. Le résultat opérationnel du premier semestre sera en baisse de 40 voire 45%. Oui, c'est ce qu'on appelle des perspectives non pas moroses mais catastrophiques. Donc cette action-là est maintenant en baisse de 40% sur un an. LVMH est moins 13%. Donc LVMH est aussi dans le rouge. Hermès est plus 14% par contre. Faut-il acheter Kering après cette chute ? Certains estiment quand même que c'est un petit peu tôt, aussi longtemps que Gucci ne fait pas mine de se redresser. Le pari Kering reste un peu risqué quand même. Voilà donc pour le secteur du luxe. On va revenir un peu à ce qui pourrait être le fil rouge finalement de cet épisode, le sens de la formule dont a pu profiter aussi Philips. Mais oui, la formule et surtout ce qu'ils annoncent par rapport au marché. Alors Philips, 2 petits rappels. Philips est une entreprise qui est concentrée maintenant sur le matériel médical. On voit toujours dans les magasins un tas d'objets estampillés Philips. Ça n'est plus le groupe Philips Eindhoven, ça a été vendu. Quant à l'éclairage, qui était quand même de leur grande spécialité, numéro 1 des ampoules dans le monde, c'est devenu une filiale cotée en bourse séparément, Signify, qui se porte moyennement bien d'ailleurs. Ils cotent 26 € alors qu'ils ont été introduits en bourse à 20 € il y a déjà bien longtemps. C'est la moitié du cours le plus élevé de l'été de 2021. Donc Signify, c'est pas mirobolant. Et Philips non plus, il faut bien le dire, c'est une entreprise quand même qui était assez malade ces dernières années. Ils se traînaient un gros boulet. Ce sont leurs respirateurs qui se sont avérés déficients. Il y avait des menaces de procès aux États-Unis. Et en fait, si le marché était soulagé par l'annonce de Philips, c'est parce qu'ils ont dit, voilà, on est arrivé à un accord, on va payer 1,1 milliard de dollars d'indemnité. Comme certains craignaient que ce ne fût le double, ce fut un soulagement. À en juger en tout cas par le bond du cours ce jour-là, il a terminé en hausse de 29%. Pour un groupe qui pèse 23 milliards, ça n'est quand même pas mal comme écart de cours. Et en cours de journée, en cours de séance, l'action était même en hausse de 46%. Donc vraiment, ce fut visiblement, cette mauvaise nouvelle de payer 1 milliard, en fait, était visiblement une très très bonne nouvelle. C'est un peu comme la gifle que vous disiez tout à l'heure. Finalement, c'était pas 2 mais qu'une, et donc c'est bien pris. Mais oui, c'est ça en fait. Et bon, finalement, Philips n'a pas trop démérité non plus pour le reste. Forcément, ce débours leur a causé une perte de presque 1 milliard. Mais bon, ça c'est comptable, on va dire. Chiffre d'affaires 4 milliards. La marge EBIT a progressé, donc le bénéfice brut. Pour simplifier, ils sont passés à 9,4% et ils espèrent plus de 11% pour l'ensemble de l'année. Donc, ils sont plutôt optimistes, ce qui ne gâte rien. Ça peut rester dans le portefeuille. Ça peut rester en portefeuille, oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que si la marge moyenne est faible, elle est quand même en hausse. La valeur, donc la capitalisation, 23 milliards, est très inférieure à la valeur d'actifs, qui est de 33 milliards. Bon, maintenant, le cours bénéfice de cesse, ce n'est pas donné pour une entreprise qui, bon Dieu, n'est pas encore au mieux de sa forme, loin de là. Et il y a une question quand même qu'il faut souligner. Il risque une amende en plus des indemnités. Et là, on ne sait pas du tout où on va. Donc, pas d'euphorie sur la valeur. La plupart des analystes qui étaient plutôt négatifs sont devenus neutres. Bon, ils sont toujours pas positifs, sauf Barclays, mais ils sont devenus neutres, donc on va dire qu'on est sans avis. Ça peut rester en portefeuille, mais l'acheter après ce bond-là, non, c'est pas le moment de l'acheter, c'est fini ça. Alors, avant de clôturer ce numéro, l'inévitable enseignement à tirer cette semaine, qui pourrait être, selon moi, en fait, que la notion de bonne nouvelle pour les marchés, c'est assez créatif, en fait. C'est parfois très créatif, effectivement. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est supérieure aux attentes. Donc, une entreprise qui fait une grosse perte, mais si on craignait le double, c'est une bonne nouvelle. Une entreprise qui fait un beau bénéfice, mais si on espérait le double, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, effectivement, c'est une chose que l'investisseur doit absolument savoir. Il doit savoir, en fait, ce qu'attend le marché s'il veut comprendre les résultats. Et alors, j'ajouterais, parce que je vais me faire un peu référence à Apple, il faut quand même bien avoir l'esprit critique.
quand une entreprise dit le chiffre d'affaires c'est ça et le bénéfice par action c'est ça. Ah, tiens, pourquoi le bénéfice devient par action et pas dans l'absolu? Eh bien, en fait, c'est parce que dans l'absolu, il est en baisse, tandis que par action, il est inchangé. Donc, il y a une formulation là qui est un peu petit filou, comme disait quelqu'un dans une réplique célèbre au cinéma, ou gros ce filou d'ailleurs. C'est pas de la malhonnêteté, mais c'est un peu de la filouterie. Il faut savoir lire entre les lignes pour ça. Merci beaucoup, Guy. On se retrouve évidemment dans 15 jours avec une nouvelle série de tendances. Avec grand plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre fidélité. On vous retrouve très bientôt. Au revoir. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Keytrade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Trends Bourse de cette semaine. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux performances relatives des actions américaines par rapport aux actions européennes. Alors, dans des précédents podcasts, nous avons à plusieurs reprises mentionné que les actions américaines ont très bien performé ces 10 à 15 dernières années. Mais nous avons lu récemment quelques rapports qui avancent l'argument que dans les années à venir, un investissement dans les actions européennes pourrait rapporter beaucoup plus qu'un investissement dans les actions américaines. Alors, il y a plusieurs raisons pour avancer cela. Tout d'abord, à long terme, on constate notamment que la valorisation moins élevée des actions européennes joue en faveur de celles-ci et elles ont un rendement du dividende plus élevé que les actions américaines. Et à court terme, plusieurs instituts de recherche sont arrivés à la conclusion que la Banque centrale européenne abaissera probablement ses taux d'intérêt à court terme plus tôt que la Banque centrale américaine. Et donc, on peut considérer sur base de ces arguments que les actions européennes pourraient performer davantage que les actions américaines. Il semble en tout cas qu'aux États-Unis, la Banque centrale américaine, la Fed, est beaucoup plus hésitante à procéder à cette première baisse des taux, ou en tout cas pas tout de suite. Alors, certaines statistiques montrent que les marchés boursiers ont souvent du mal avant une première baisse des taux, mais qu'ils ont ensuite tendance à rebondir fortement après cette première baisse. En effet, dans la plupart des cas, en se basant sur les cycles précédents de baisse des taux, on constate que durant les 6 à 12 mois précédant la première baisse des taux, les marchés sont souvent dans le rouge, mais ensuite ils augmentent très fortement au cours des 6 à 12 mois suivant cette première baisse des taux. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attendent aujourd'hui les économistes et les gestionnaires de portefeuille. Nous pensons donc que le fait que la Banque centrale européenne agisse en premier est déjà un avantage pour les actions européennes par rapport aux actions américaines. Alors par ailleurs, ce sont surtout les actions du secteur industriel et du secteur des matières premières qui bénéficient le plus d'une baisse des taux. Donc si la BCE abaisse les taux à court terme en juin, cela aura bien sûr un impact sur le marché boursier et ce sont les actions cycliques qui pourraient beaucoup mieux performer que les actions défensives, car une baisse des taux donne une bouffée d'oxygène à l'économie, ce qui profite surtout aux entreprises cycliques. Nous constatons également ces derniers temps que les marchés émergents, en particulier la Chine, sont en train de rebondir. Le marché boursier chinois semble sortir petit à petit du marasme et il pourrait enregistrer de très belles performances à court terme, ce qui pourrait avoir un effet positif sur les actions européennes, parce que dans le MSCI Europe, par exemple, une des principales positions de l'indice est la société de luxe française LVMH, fortement exposée aux habitudes d'achat des consommateurs chinois. Par contre, aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas, car là, ce sont surtout les grandes entreprises technologiques qui dominent dans les indices boursiers américains. Dans le MSCI Europe, il y a une plus grande diversification. On retrouve par exemple dans les premières positions des entreprises comme Novo Nordisk, actives dans le secteur de la santé, LVMH, secteur de la consommation, de l'industrie du luxe, ASML dans le secteur technologique. Donc on le voit, il y a beaucoup plus de diversification dans les premières positions du MSCI Europe comparé aux principaux indices américains. De plus,
il s'avère que la corrélation entre les marchés boursiers européens et les marchés émergents est beaucoup plus élevée qu'entre les marchés américains et les marchés émergents. La corrélation entre les marchés émergents et le S&P 500 est d'environ 20%, alors qu'elle est de 40% avec le MSCI Europe. Les bourses européennes évoluent donc davantage en tandem avec les marchés émergents. Le message de ce podcast est donc nous attendons à une meilleure performance des actions européennes pour le reste de l'année par rapport aux actions américaines. Cette prédiction repose essentiellement sur le fait que la Banque centrale européenne devrait probablement baisser les taux d'intérêt à court terme avant la Réserve fédérale américaine, ce qui donnera, un peu plus tôt que pour le marché américain, un coup de pouce à l'économie européenne. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans notre prochain podcast. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.